Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une pièce d'équipement encore là assez intéressante, très guerre froide. Il s'agit d'un compteur de radiation à longue portée ou un radiamètre. Ici, c'est la version RD108D. Associée, c'est la version de défense civile du radiamètre de l'armée canadienne des années 50 jusque dans les années 90. J'ai pu l'obtenir dans sa boîte d'origine, comme vous pouvez voir. Donc, on voit ici Radiac Meter, Gamma Survey, RD108D, blablabla, Canadian Admiral Corporation Limited, Port Crédit Ontario, blablabla. Donc, voilà, quand même dans un contenant assez bien préservé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va mettre la boîte de côté. Le tout se présente de cette manière dans un étui avec l'appareil à l'intérieur. Donc, je vais enlever l'étui pour présenter et ensuite, je vous détaillerai, entre autres, l'étui. Donc, voilà le radiamètre lui-même. Comme j'expliquais, il s'agit de la version défense civile de la version militaire. C'est le IM-108C. Bonjour William. Qui était noir. Celui-ci, vous voyez, est un espèce de jaune extrêmement vif. Il y a très peu de variantes entre la version civile et militaire. Et même dans certains cas, il y a une version aussi américaine qui était le IM-174A/PD. Donc, entre ces différents radiamètres, il y avait très peu de différence au point de vue physique. J'ai même pu voir qu'il y avait une version d'entraînement. C'est une version orange en fibre de verre qui ne fonctionnait pas par la radioactivité, mais plutôt par ondes radio. Donc, on plaçait des antennes qui simulaient, par exemple, une détonation atomique. Et on pouvait s'entraîner avec. Donc, il y a eu très peu d'images. J'ai pu en trouver une ou deux de ce modèle. Donc, détaillons un peu la chose. Donc, comme j'expliquais, c'est fabriqué par Canadian Admiral Corporation Limited. On le voit quelque part, je crois, ici, dans le bas. Le boîtier est fait d'aluminium moulé, coulé sous pression, donc aluminium cast qu'on appelle, avec, évidemment, à l'avant, le lecteur, qui est de 0 à 500 Röntgens. Les instructions sont sur les boîtiers en français et en anglais, donc ce qui démontre que c'est un appareil, on pourrait dire canadien. Vous avez différents interrupteurs que vous voyez ici. Celui de gauche, 0 et check, off, set. Et à l'avant, c'est, vous voyez, do not remove cap. Je crois que c'est pour la mise à 0. Donc, on fait en atelier, je crois. Donc, au niveau des dimensions et du poids, on a un poids d'environ 1,58 kg, une largeur de 10,69 cm, longueur de 12,06 et une hauteur de 17,14. L'alimentation, dans ce cas-ci, se fait par une batterie D. Ici, je vais ouvrir le boîtier sous peu pour vous montrer. Contrairement aux autres modèles où les batteries étaient à l'interne, celui-ci a été plus adapté à des opérations, on pourrait dire, canadiennes ou au froid. Donc, c'était plus facile de changer les batteries avec des gants ou dans le froid que d'avoir les batteries à l'interne et ouvrir le boîtier au complet, donc exposer possiblement l'appareil à des bris ou aux éléments, la pluie et ainsi de suite. Et techniquement, l'appareil est fait pour travailler dans des températures quand même assez extrêmes. Donc, on parle ici de moins 54 Celsius à plus 65 Celsius dans un environnement de 100% d'humidité. Je ne crois pas que l'appareil est submersible, mais de la manière qu'il est conçu, je crois qu'il pourrait tomber dans l'eau, par exemple, pendant une brève période de temps et être totalement intact. Donc, on peut ouvrir aisément le boîtier lui-même ou le boîtier de batterie avec un tournevis plat. Donc, pas besoin d'outillage très, très spécialisé. Voilà. Les vis sont sous tension, donc aucun risque de les perdre. Et vous voyez une batterie D régulière. Donc, généralement, ça sera une batterie militaire, mais évidemment, là, ici, j'ai pris une batterie D totalement
régulière et que ça fonctionne très bien. Vous voyez encore ici un caoutchouc pour sceller. Donc, cet appareil est vraiment fait pour résister à des attaques nucléaires ou à des environnements très extrêmes. Donc, j'ai ouvert le boîtier. Vous voyez ici, c'est très simple. Encore là, 4 vis à rétention. Vous voyez ici encore un scellage du boîtier, compartiment de batterie, différents circuits. Ici, c'est la chambre. Ici, c'est la chambre d'ionisation qu'on appelle et les différents circuits pour les différents contrôles. Donc, c'est une pièce simple. Évidemment, c'est fait pour résister à des attaques nucléaires et à des environnements extrêmes. Donc, la maintenance se fait très facilement. Donc, ici, c'est évidemment, avec un boîtier en aluminium, cet appareil est conçu, donc on parle des années 50-60. Donc, c'était conçu en pleine guerre froide. C'était surtout pour mesurer les détonations, les impacts d'armes nucléaires ici. Puisqu'à l'époque, le rayonnement alpha, par exemple, et bêta, puisque ce sont des rayonnements extrêmement à faible risque, à faible intensité, qui rebondit littéralement sur votre peau ou vos équipements. Donc, c'est pour ça que le boîtier est en aluminium. Ça ne cause aucun problème pour le rayonnement gamma et de rayons X, à haute intensité, bien sûr. Bon, j'ai dû reprendre cette séquence. Mon appareil a surchauffé. Comment faire fonctionner l'appareil? Donc, vous avez ici sur le dessus, tel expliqué, Offset Check 0. Donc, si on bouge le 7, voyez-vous. Ensuite, j'ai mon interrupteur ici pour 0. Donc, on calibre pour le remettre à 0. Et ensuite, voyez-vous, il redescend 0. Parfait. Et ensuite, on fait check. Vous voyez sur le cadran ici, à peu près en dessous du 50, vous avez un check. Donc, ça montre que les batteries sont totalement fonctionnelles, voyez-vous, dans cette zone-là. Si votre aiguille c'est en dessous, généralement, c'est un problème de batterie. Et voilà. Maintenant, je mets mon appareil dans son étui et je m'en vais sur le champ de combat chercher les détonations atomiques. Ces appareils, la version militaire surtout, étaient distribués au niveau de 1 par peloton. Et évidemment, on se promenait sur le champ de combat et on regardait notre niveau d'exposition. On avait aussi les dosimètres, bon, et tous ces trucs-là à l'époque, donc très NBC. Fait à noter, dans les années 60, il y a eu un grand programme, évidemment, on était en pleine guerre froide, donc un programme pour les bunkers nucléaires. Donc, il y a eu ce qu'on appelle le Nuclear Fallout Reporting System, le Nuclear Detonation Fallout Reporting System, le NDFRS. Donc, j'ai trouvé des documents qui datent de cette époque-là. Le but était ambitieux au niveau du Canada. C'était 2000 bunkers à travers, donc, d'un océan à l'autre. Donc, il y avait divers niveaux, des postes d'écoute, par exemple, qu'on appelait des Fallout Reporting Posts, donc des FRP, qui étaient des petits bunkers. Plusieurs existent encore. C'était environ... J'essaierai de poster une image ou deux. Là, c'était vraiment un tube de métal, 3 mètres par 3 mètres. C'était équipé... il y avait 2 à 3 personnes par poste. Et au début, dans ces postes, il y avait un autre type d'appareil. J'oublie le nom. J'essaierai de trouver une photo et le nom. Mais ils sont devenus rapidement... en inventaire, il n'y en avait plus en inventaire, donc on a commencé à distribuer ce type d'appareil. L'ancien permettait une lecture externe, donc on pouvait y rattacher une antenne. Celui-ci, vous devez faire une lecture externe, donc vous devez sortir du bunker pour faire une lecture. Ce qui a... C'était, à l'époque, c'était une lecture à l'heure, donc vous deviez vous mettre en NBC suit, sortir à l'extérieur, prendre une lecture et rentrer à l'intérieur. Mais dans les bunkers, c'était ce type d'appareil que vous aviez. Donc, voilà. Et c'est devenu, évidemment, tout un calvaire, comprenez-vous. Ça prendra une vidéo. Je crois qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui ont fait des vidéos spécifiquement sur le développement de ces bunkers. Maintenant, regardons l'étui. Il diffère très peu de l'étui militaire, très typique des années 60. Donc, on a de la toile imprégnée. Ici, à l'avant, vous avez une fenêtre de lecture en plastique. Bouton de pression. Velcro ici pour l'appareil. Quelques inscriptions, donc ici 1965, et une bandoulière non ajustable, donc fixe. Il y a très peu de différence entre l'étui militaire. Je crois qu'il a 2 boutons pression, la sangle est ajustable et vous avez des sangles à l'arrière pour attacher aux équipements, sûrement à l'époque le P64. Donc voilà, vous prenez l'appareil, vous le glissez.
Et vous refermez le velcro. Et voilà, vous fermez le tout. Et vous allez faire vos lectures sur le champ de combat. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc-là? Bon, évidemment, c'est pour une lecture de rayons gamma. Donc, on est sur un champ de combat de guerre froide, détonation nucléaire et blablabla. Maintenant, ce n'est pas un lecteur pour les retombées nucléaires, donc les fallout qu'on appelle, donc le rayonnement alpha et bêta, qui peut infecter toute la nature et les objets autour de nous. Et cet appareil, comme je vous dis, n'est que pour le rayon gamma, donc on est de 0 à 500 Röntgens. Pour vous donner, maintenant on prend les lectures plutôt en sievert ou millisievert ou microsievert. Mais pour vous donner une comparaison, c'est environ 1 pour 10 grossièrement. Donc si vous êtes, et la mesure d'explosion 1 sievert, c'est énorme. Donc si on serait environ ici à 10, au-dessus de 10, on serait à peu près à 1 sievert par heure. Ce qui devient, et 500, c'est relativement mortel, donc vous ne survivrez pas. Je pense que c'est 4 heures, vous êtes mort après. Donc, déjà à 10, je crois que la mesure est assez millimétrée ici. Donc, à 10, c'est en bon québécois, c'est sacrer votre camp de la zone au plus vite. Puisque d'un point de vue survivaliste, c'est surtout des retombées qui nous intéresseraient. Oui, une détonation, si on a survécu, on est correct. Mais ensuite, est-ce qu'on peut manger certaines plantes? Est-ce qu'il y a une contamination des sols ou de certains ou nos propres équipements, par exemple? Donc, ça prend un appareil, bien sûr, qui va lire au moins les radiations, surtout bêta, ce que beaucoup d'appareils modernes, maintenant, civils ou militaires, font. Mais bien sûr, c'est mieux d'avoir quelque chose que de rien du tout. Donc oui, c'est un appareil qui est encore utilisé. Je l'ai vu à plusieurs endroits, plusieurs même autres survivalistes. Il y a plusieurs vidéos que vous trouvez sur les versions canadiennes, américaines, entre autres, et de leurs différentes variantes. Certains ont mis à jour les batteries, ont mis ça USB ou peu importe. Donc, c'est encore utilisé de nos jours. Et la date que j'avais retrouvée ici, la dernière calibration, datait de 1993. Donc, relativement récent pour une pièce qu'on parle des années 50-60. Sinon, ça fait une belle pièce d'équipement. Généralement, ils sont fonctionnels, comme j'explique. Comme les téléphones de campagne, ce sont des pièces d'équipement extrêmement robustes. Donc, celui-ci est très propre, juste un peu de coups qu'il a reçu au cours des décennies. Comme je vous explique, c'est mieux d'avoir quelque chose que rien du tout. Sinon, les prix sont encore ici très variables selon vos sources. En moyenne, un qui serait assez propre va tourner autour des 100 $. Selon la version. J'ai vu les pochettes aussi à vendre à part. Je ne vois pas l'utilité de cette poche-là. Enfin bref. Sinon, comme j'explique, belle pièce d'équipement à garder. Si vous avez un prix tout à fait honnête, ça fait une... Bonjour William. Ça fait une belle pièce d'équipement à mettre sur votre table. Ça ouvre des discussions. Ça fait très Fallout, ça fait très nucléaire. Donc, belle pièce de guerre froide. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.